Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on vous proposera en deuxième partie d'émission un voyage sur les traces des résistants. Ce sera dans le dossier de la semaine qui sera animé par Guillaume. Coucou. Salut. Et puis tu seras rejoint par 4 invités, Eliane Muller, Léa Kenzie, Hubert Siebenschou et Karsten Baus. Il sera question notamment d'Isieux, du Maquis du Vercors ou encore de Lyon, capitale de la résistance. Côté actu, focus sur le CIDEM qui a enfin un nouveau président, c'est Roland Roth. On y reviendra largement dans cette émission et on sera en duplex à la régie Écoterie pour faire le point sur l'état d'esprit des salariés. Miss Météo, porte-parole des internautes et chroniqueuse pour vous proposer des bons plans de sortie, Sandrine a plus d'une corde à son arc. Coucou. Salut. Tu vas intervenir du coup à plusieurs reprises dans cette émission, mais on commence pour le moment avec le résumé de l'actu en 60 secondes. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Roland Roth, nouveau président du CIDEM. Il faisait l'unanimité auprès des 10 présidents des intercommunalités et Sébastien Lang, maire de Magstatt, a retiré sa candidature. Il a été élu mardi soir par 39 voix sur 56. Le premier vice-président est Pierre Lang, seul candidat élu avec 29 voix. Seuls 2 ou 3 autres vice-présidents seront élus lors de la prochaine séance. Parking bondé et foule compacte pour la 41e foire du printemps de Wolminster. Cette année encore, la foire était un franc succès et a attiré les visiteurs, habitués du Pitcherland, nouveaux venus ou ayant fait le déplacement depuis l'Allemagne. Sur place, plus de 200 stands allant des produits locaux et stands associatifs jusqu'au traditionnel barbecue. Les sorcières étaient bien de sortie dans la nuit du 30 avril au 1er mai. À Ambar, les nombreux marcheurs qui ont participé à la Hexenacht, organisée par le basket club, ont pu les apercevoir. Un parcours de près de 5 km leur était proposé. Nombreux sont ceux qui s'y sont aventurés après le repas. Ils ont rencontré de nombreuses créatures effrayantes. Si à Ambar, la Hexenacht est une tradition bien établie à Ypelin, c'est la première fois que la société Omnisport en organisait une. La participation dépassait les attentes des membres du club. Plus de 200 personnes ont bouclé le parcours de près de 8 km. En chemin, les marcheurs ont rencontré Lord W qui leur a raconté l'histoire de la Hexenacht. À la découverte de l'aspérule, patrimoine vivant organisé à côté du canal de la Sarre, une journée spéciale autour de cette plante. Toute la journée, les curieux pouvaient découvrir et goûter les recettes réalisées à partir de l'aspérule. À 15h30, un atelier était organisé. Il permettait aux participants de mettre en commun leur savoir pour s'enrichir mutuellement. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Côté météo, les nouvelles ne sont pas très bonnes, alors je laisse le soin à Sandrine de vous les annoncer en douceur. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. Pour demain, le ciel reste nuageux le matin avec quand même quelques éclaircies. Mais à partir de la mi-journée, des averses peuvent se produire et les nuages resteront bien présents jusqu'à la fin de la journée. Les températures maximales sont en baisse. Elles iront de 13 à 15 degrés. Demain, nous serons le vendredi 3 mai. Nous fêtons les Philippes et le soleil nous accompagnera de 6h06 à 20h50. Et c'est une photo très printanière que je vous propose aujourd'hui. Elle a été prise à Beach, à l'étang d'Asselfourt, par Clément Mosser. Un grand merci à lui pour cette photo. Et si vous aussi, vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à l'adresse ci-dessous ou alors sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous.
Roland Roth, nouveau président du SIDEM. Comme prévu, le président de la Casque a été élu mardi soir à la tête du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est. Il aura la lourde tâche de redresser la barre du SIDEM qui affiche une dette de 70 millions d'euros. Retour en images sur son élection et celle de son surprenant premier vice-président. Reportage. Sa candidature faisait consensus parmi les présidents des 10 intercos qui composent le SIDEM, au point que Roland Roth a bénéficié de l'abandon du seul candidat qui s'était déclaré avant lui, Sébastien Lang, le maire de Maxstadt. Je ne veux pas être l'artisan d'une fracture de ce consensus atteint par les présidents des intercommunalités composant le SIDEM autour de la candidature de Roland Roth. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature au poste de président du SIDEM. Roland Roth reste seul candidat en lice, mais les statuts imposent un vote à bulletin secret. Si le président de la Casque fait consensus, il ne fait pas l'unanimité. Roland Roth est élu président du SIDEM avec 39 voix, mais accuse 15 votes blancs et 2 nuls. Merci. Moment d'émotion et un lapsus peut-être révélateur. Je tiens à vous remercier pour la confiance que la majorité d'entre vous vient de me témoigner. Une confiance dont j'aurais sans doute bien besoin dans les années, des mois pour commencer, des mois à venir. Après l'élection du président, l'ordre du jour prévoyait de déterminer le nombre de vice-présidents et de les élire. C'est là qu'est la surprise, double. D'abord le nombre, il sera fortement resserré. De 8, il n'y aura plus que 3, maximum 4 vice-présidents, que Roland Roth veut prendre le temps de choisir. Avant de les proposer à l'Assemblée qui devra les élire, le nouveau président du SIDEM veut réfléchir à la répartition et au cumul des délégations. Seule urgence, élire le premier vice-président. Et c'est là qu'est la seconde surprise de la soirée. Le seul candidat proposé par Roland Roth est Pierre Lang, maire et président de la communauté de communes de Frémin-Merlebac et surtout opposant historique et virulent aux principales décisions votées au SIDEM. C'est beaucoup de responsabilités, c'est pas forcément mon choix fondamental, c'est parfois plus pratique d'être opposant, bien évidemment, mais en même temps, on ne pouvait pas continuer à accepter, que ce soit pour ma communauté de communes, mais que ce soit pour toutes les intercommunalités, on ne pouvait pas continuer à accepter une dérive d'année en année et où la situation se dégrade. Malgré les efforts qu'on a demandé à la population, on découvre chaque année de nouvelles difficultés. Chaque année, on est obligé de faire appel à nouveau à la population, aux contribuables ou à l'usager. Pierre Lang a été élu avec 29 voix, malgré 25 blancs et 2 nuls. Côté public, c'était soir d'affluence au SIDEM. Les membres de l'ADQV avaient annoncé leur présence. Ils sont venus en observateurs silencieux, rejoints par les Gilets jaunes et des salariés du SIDEM et de ses régies. Parmi les premiers mots du nouveau président, une partie leur était directement destinée. Je sais que le personnel s'interroge aujourd'hui et à juste titre, je le comprends très bien. Et je souhaite, dans le cadre de cette première intervention en tant que nouveau responsable du SIDEM, les remercier d'avoir poursuivi leur mission sans relâche pendant cette période difficile. Et je voudrais les rassurer également quant à leur avenir. Quelles que soient les directions qui seront prises dans le fonctionnement de notre syndicat, j'aurai en permanence le regard sur nos forces vives qui, elles aussi d'ailleurs, ont intérêt à travailler pour le compte d'un établissement en bonne santé. Pas sûr que ces quelques mots rassurent les salariés, d'autant que Roland Roth l'a déjà dit, il n'exclut pas de recourir à de l'externalisation. Pour connaître justement l'état d'esprit des salariés du SIDEM et de ses régies, Marie est depuis ce matin à la régie Écoterie à Sarreguemines dans le quartier de Folperswiller. Marie, bonjour. Bonjour. L'élection du nouveau président du SIDEM s'est déroulée mardi soir. Hier, c'était férié. Mais aujourd'hui, les salariés sont de retour au travail. Quelle est l'ambiance ?
L'ambiance est assez spéciale, Julia. J'ai pu m'entretenir longuement avec les salariés d'Écoterie, ici à Sarreguemines, mais personne n'a accepté de prendre la parole devant notre caméra. Pas le moment de se faire remarquer. Voilà. L'externalisation évoquée par Roland Roth à la suite des audits fait peur parce que les conditions pour les salariés peuvent être catastrophiques. Trouver un emploi après 50 ans, être chauffeur pour une société externe n'a pas les mêmes conséquences, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail que lorsqu'ils sont salariés d'Écoterie. Voilà pour les angoisses. 48 heures après l'élection du nouveau président, donc Roland Roth, ils ne savent pas où ils vont. Mais le plus dur, c'est, je cite, d'être traité d'incompétent. Ils m'ont raconté quelques anecdotes. Un usager qui se plaint, qui appelle Écoterie parce que sa poubelle n'a pas été récupérée. Ou un autre usager qui dit, voilà, moi je paye mes impôts, je ne vais pas payer davantage et vous vous débrouillez, je ne vais pas faire le tri des déchets. Alors les salariés d'Écoterie en fait sont doublement victimes. Ils dénoncent cette politique en fait de désinformation dont ils seraient les victimes parce que les usagers ne connaissent pas le fonctionnement du multiflux et du site Écoterie, par exemple ici à Sarreguemines dans le quartier de Folpers-Villers. Ici le tri multiflux est totalement automatique, mais si les usagers ne respectent pas les codes couleurs vert, orange, bleu, eh bien il y a des répercussions pour le système. Ils ont par exemple découvert il y a quelques mois, un chevreuil en plein milieu des sachets orange, vert et bleu. Donc il a fallu tout arrêter, il a fallu enlever le chevreuil qui était complètement dépecé, et puis il a fallu remplacer la spirale. Or, ces coûts de réparation, en fait, ils sont tout simplement imputés aux usagers par la suite. Donc ils aimeraient bien, en fait, les salariés d'Écoterie, que les usagers, mais aussi les associations, viennent plus souvent sur le site. La DQV, par exemple, qui n'est jamais venue. Mais il y a une autre tendance qui se dégage. En fait, les salariés d'Écoterie sont tous globalement très fiers de leurs outils. Des outils performants, innovants, avec des dysfonctionnements, ils le reconnaissent, mais qu'ils veulent valoriser. Ils veulent, je cite, redorer le blason du SIDEM parce qu'ils souffrent. Pour eux, en fait, ce système fonctionne et ils espèrent que Roland Roth, qui sait, je cite, manager la casque, arrivera à dépatouiller l'histoire du SIDEM, son histoire qui dure maintenant depuis une dizaine d'années. Ils espèrent très sincèrement que ça va fonctionner. Par contre, ils ne prennent pas la parole devant notre caméra. Nous avons toutefois réussi à interviewer le délégué du personnel que nous avions déjà reçu en plateau chez Mosaïque Cristal, Sébastien Orion, et on va l'écouter tout de suite. Alors Sébastien, vous êtes agent administratif, auparavant vous étiez sur le terrain, vous étiez chauffeur. Est-ce que le regard des usagers sur vous, en tant que chauffeur, a changé en 10 ans ? Oui, on a été quand même beaucoup plus calme, on va dire calme au début, et les différentes polémiques et articles dans le journal qu'on a pu avoir ces 10 dernières années ont fait quand même qu'on commence à ressentir une petite rancœur de la part de la population envers le SIDEM et l'ensemble de ses salariés. Est-ce que ça, c'est facile à gérer quand on est salarié ? Absolument pas. On essaie quand même de se cacher un petit peu. On veut faire en sorte de pouvoir travailler tranquillement, paisiblement, et pas d'être harcelé toute la journée à devoir répondre alors qu'on n'est pas matière là pour répondre. Est-ce que ça, vous en avez fait part au nouveau président Roland Roth quand vous l'avez rencontré mardi suite à son élection ? On lui en a parlé rapidement après la séance et après les votes. On s'est réunis un petit peu, on en a discuté, mais voilà. Il a prévu de faire le tour de l'ensemble des salariés. On reviendra sur ces sujets-là au moment où on se rencontrera sur les sites. Il a prévu de faire le tour des sites et de rencontrer les salariés ? En théorie, il devrait le faire, oui. Ça a été dans le journal du Républicain Lorrain aujourd'hui. Ils ont bien stipulé qu'il devait faire le tour. Et je pense que pour connaître au mieux les personnes qui travaillent pour lui, il faudrait faire le tour des sites. Vous dites connaître bien l'équipe de Roland Roth. Vous l'avez donc rencontré, vous êtes délégué du personnel, vous êtes le porte-parole des salariés. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Alors, je ne me suis pas directement exprimé, il y a d'autres salariés qui sont exprimés. On est simplement revenu sur l'interview qu'il a fait auprès de votre média la semaine dernière, où il parlait d'externalisation, de reprise en main du SIDEM et puis de l'avenir probable de l'ensemble des sites. Et justement, l'externalisation, ça vous inspire quoi ? Je lui ai dit que par externalisation, si on se met à la place d'un salarié, on va entendre plan social, on va entendre licenciement. Donc il faut bien porter les mots qu'on utilise et faire attention à chaque mot utilisé. Et justement, du côté des salariés, c'est plutôt la psychose ou l'inquiétude ? Je pense que pour l'instant, on est en stand-by, on attend de voir ce qui va effectivement se passer, même si on est plus dans la crainte que dans le positif.
Et du coup, vous avez une mission de pédagogie auprès des salariés ou de vous calmer un peu les troupes? Comment ça se passe? Racontez-moi. Je pense qu'avant de pouvoir discuter avec les salariés, il va falloir qu'avec l'ensemble des délégués du personnel et des délégués syndicaux, on puisse rencontrer M. Roland-Roth, en discuter et on fera retour auprès des salariés à ce moment-là. Dernière question, ça fait 10 ans que vous êtes salarié. Est-ce que vous regrettez votre choix? Vous habitez à 50 minutes de Sarreguemines. Est-ce que vous regrettez votre choix d'être venu ici vous installer à Sarreguemines, de travailler à Sarreguemines, ou au contraire vous assumez toujours ce choix 10 ans après? Ah non, j'assume pleinement ce choix. Si je suis là, c'est parce que je l'ai bien voulu, parce que je veux continuer à travailler, parce que mon métier me plaît et que ce soit à 1 heure ou à 10 minutes de la maison, pour moi ça ne changera pas grand-chose. Merci. Je vous en prie. Suite et fin maintenant de notre série sur le CEFIM de Beach. Lundi, les engagés volontaires du centre de formation initiale militaire de Beach ont été évalués lors d'un rallye de fin de formation. Mardi avait lieu la cérémonie de remise des diplômes. Elle s'est déroulée à Philipsbourg, près de la mairie. Sur les 36 engagés volontaires du 40e régiment d'artillerie, 35 ont eu leur diplôme. Pour ceux du 92e régiment d'infanterie, c'est un carton plein puisque les 40 engagés ont eu leur attestation. Reportage de Laurie Couteau. 11e compagnie. C'est le grand jour pour ces engagés volontaires du centre de formation initiale militaire de Beach. Après le chant de la Marseillaise et la lecture de l'ordre du jour par le colonel Waché, les majeurs du 40e régiment d'artillerie et du 92e régiment d'infanterie reçoivent leur diplôme. Les engagés ont ensuite récité les 11 articles du Code du soldat. Pour clôturer cette cérémonie, les futurs soldats ont défilé derrière la mairie en chantant sous un soleil de plomb. Cet événement marque la fin de 3 mois de formation très intense pour ces jeunes engagés. Depuis leur arrivée au CEFIM, ils ont beaucoup changé. Oui, je me sens transformé physiquement et mentalement. Et je ne pense plus comme un civil, mais comme un soldat, car je pense en devenir un de jour en jour. Sur les 40 engagés volontaires initiaux du 92e régiment d'infanterie, tous ont réussi ce cap et obtenu leur attestation. Oui, ils sont prêts pour leur première mission qui est de se former dans leur spécialité qui est l'infanterie au régiment, donc en Auvergne. Ils repartiront pour une formation de 3 mois, dense et difficile encore une fois. À la fin de cette formation, ils seront prêts à être projetés dans les différents théâtres d'opération que sert le régiment. Même si le sergent semble satisfait du niveau atteint par ses engagés durant ces 3 mois de formation au CEFIM de Beach, ils vont devoir continuer de travailler durement. Il ne leur reste plus qu'à rentrer en Auvergne dans leur régiment pour poursuivre leur formation de spécialité. La météo d'hier est venue nous le confirmer. Le 1er mai, c'est aussi l'occasion de sortir en famille ou entre amis et de profiter des différents événements organisés dans notre secteur. À Meisenthal, Artopie proposait la fête du 1er Meisenthal, organisée mardi soir et toute la journée de mercredi. Alors on y a vu des ateliers, des concerts, des expos et des spectacles. Yannick Sur y était. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Mais à Meisenthal, c'est avant tout la fête du 1er mai, Meisenthal. 2 jours organisés par l'association Artopie consacrés au divertissement culturel qui se sont montrés à la hauteur des attentes des visiteurs venus en masse pour profiter des différentes animations. Et avec la météo quasi estivale de ce jour férié, le succès était déjà presque assuré. Au programme, et pour ne citer que, scène ouverte, friperie, boîte aux livres, lecture publique, mais également vernissage de l'exposition de Célia Muller et Toulouse-Le Borgne, et de multiples concerts. En soi, un événement qui vient consolider la place d'Artopie dans l'offre culturelle proposée au Beachland. Le 1er mai n'était pas un jour chômé pour les footballeurs. Le Sarreguemines Football Club jouait à domicile hier. Après un match aller compliqué pour les faïenciers, le match retour n'a pas été plus concluant. Malgré une météo plus que favorable, les Sarregueminois ont quitté le terrain avec un score de 2-3 pour l'équipe de Saint-Louis-Neuweg. Et un bon nombre de cartons qui vont fortement pénaliser l'équipe durant les prochains matchs. Voici le résumé de la rencontre. Voilà, donc le coup d'envoi est donné pour cette rencontre de National 3 pour cette 22e journée entre le SFC et puis Saint-Louis-Neuweg. Voilà. Tout le monde est sur la ligne du 16 mètres, côté sarregueminois. Voilà, ça va rentrer. Et voilà, et ouverture du score pour Saint-Louis. Voilà. La différence doit se faire là. Et voilà, et deuxième but. Et but direct. Sébastien qui vient déjà vers le milieu de terrain, donc il sait que ça va siffler.
Ça va J'espère que nécessiter. Sébastien a bien motivé ses troupes. Hein. On va voir ça d'ici les minutes qui vont suivre. Hein. Pas systématiquement jouer vers le deuxième poteau, chercher plus vers le premier. Voilà. Et voilà, réduction du score de Nicolas Schwartz. Super. Très très bien joué. Voilà. Quand je disais que ce garçon avait une tête en or. Hein. Ballon aérien là. Et voilà. Et voilà. Carton rouge. Parce que il y a de l'enjeu. Hein. Et voilà. Et voilà. Et Baradji. Oui, Ibrahim. Oui, alors coup franc bien placé. Voilà. Coup franc bien placé. Et de nouveau un carton jaune aujourd'hui. Et rouge. Et voilà. On a l'agglomération troyenne avec 19. Oui, donc oui, l'agglomération troyenne fait partie des meilleures défenses de ce championnat. Allez, allez. Oui, oui. Et voilà, réduction du score. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu. Et voilà. Fin du match. C'est terminé. Quand on est mené 2-0 au bout de 9 minutes de jeu sur 2 coups de pied arrêtés, forcément ça complique la tâche. Hein. Pourtant c'était un des points sur lesquels j'avais insisté durant la causerie. Malheureusement on fait une première mi-temps insipide. On n'est pas du tout dans le plan qu'on avait mis en place avant. J'avais ciblé 3 clés du match qui ont été les 3 choses qu'on n'a pas du tout maîtrisées en première mi-temps. Donc on est mené 2-0. Voilà, sur deux coups de pied arrêtés, on savait que c'était un peu leur point fort et on n'a pas su déjà respecter les consignes, on n'a pas su être assez agressif défensivement pour gagner les duels. Puis après en deuxième mi-temps c'est un peu mieux, on a le mérite de vite recoller à 2-1. Je regrette un petit peu qu'à 2-1 on n'ait pas plus appuyé sur l'accélérateur parce qu'on avait un gros temps fort. Et puis après le tournant c'est l'expulsion quoi, parce qu'on prend le 3-1 à 10 contre 11. Et voilà, on fait des erreurs, on fait beaucoup d'erreurs de marquage sur les 2 premiers buts. Je pense qu'il y a une faute de masse du gardien sur le 3e. Donc voilà, on fait des erreurs individuelles qui nous coûtent cher. À ce niveau-là, quand on joue des matchs aussi importants, c'est l'équipe qui fait souvent le moins d'erreurs qui gagne les matchs. Et Sarreguemines perd ainsi 2 places au classement et se retrouve 10e du tableau. Prochain match samedi à 18h, ce sera en déplacement face à l'équipe réserve de Troyes qui est 5e du classement. Mais il n'y aura pas que du foot ce week-end. Sandrine a plein de suggestions de sorties à vous proposer et on commence avec un événement pour ceux qui aiment le sport. Tout à fait. Alors, il s'agit du Trail des Verriers. C'est le foyer rural de Götzenbrück qui organise ce samedi la 4e édition de ce trail semi-nocturne. Alors, en individuel avec un parcours de 26 km ou en binôme avec un relais de 15 plus 11 km. Plusieurs parcours seront également proposés aux enfants de 6 à 9 ans, de 10 à 12 ans et de 13 à 15 ans. Le départ sera donné au complexe socio-culturel de Götzenbrück à 19h et à 17h pour les enfants. Mais attention, les inscriptions sont obligatoires et elles seront clôturées ce soir à minuit. Alors dépêchez-vous de vous inscrire sur le site www.le-sportif.com et vous trouverez également toutes les informations sur la page Facebook ou le site internet de l'événement Le Trail des Verriers. Et qui nous propose maintenant une sortie qui va intéresser les enfants, y compris ceux qui n'ont pas forcément le niveau ou l'envie de faire le trail des Verriers. Tout à fait. Alors c'est une journée entière qui leur est dédiée au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Alors c'est ce dimanche de 10h à 18h et les enfants seront invités à participer à des ateliers ludiques et éducatifs, à découvrir les gestes de l'artisan antique et surtout à apprendre tout en s'amusant. L'entrée est libre et 1 € sera demandé par atelier et par enfant. Et dimanche, direction Lemberg pour une sortie qui va ravir les amoureux des voitures. Tout à fait. Alors c'est le Chrono Racing Team de Montbronn qui organise son 10e salon de la voiture de prestige et de compétition. Il y aura plus de 180 véhicules qui seront exposés, dont une Porsche Spyder 918 ou encore une Ferrari 488. Le rendez-vous est donné ce dimanche de 10h à 18h à la salle polyvalente de Lemberg et l'entrée est gratuite. Et tu nous proposes maintenant plusieurs sorties solidaires, de quoi allier l'utile à l'agréable. Et on commence à Blieschoyen. Oui, c'est ça, avec un marché aux puces semi-nocturne qui sera organisé par l'association Agir Ensemble ce samedi de 16h à 1h du matin. Et l'ensemble des bénéfices seront utilisés pour l'achat de matériel destiné aux malades du cancer.
Solidarité toujours, cette fois en faveur de l'UNICEF. Oui, avec la chorale du parc de Sarreguemines qui organise un beau concert au profit de l'UNICEF. C'est ce dimanche à 17h à l'église Saint-Innocent de Großbiersdorf. L'entrée est libre, mais un plateau de dons sera mis en place. Et on reste dans la musique, mais avec un concert d'un tout autre genre qui va être proposé au domaine des Laurentides à Lemberg. C'est ça, alors c'est ce samedi, vous pourrez profiter d'une grande soirée tyrolienne qui sera animée par Marioka, alors la voix d'exception du Zillertal et les Fetzingen. Ces 3 musiciens hors pair vont faire partager le plaisir de la musique folklorique traditionnelle et moderne. L'entrée est de 20 € en pré-vente et 25 € en caisse du soir et l'ouverture des portes est prévue à 18h. Autre concert, cette fois à Puttelange-au-Lac. C'est ça, alors qui sera organisé en partenariat avec le Foyer des Lacs. Le groupe Vocal Avenue vous invite ce samedi au Centre culturel de Puttelange, donc c'est à partir de 20h30 pour un concert intitulé Vocal Avenue réenchante Disney. Alors les chansons phares des dessins animés de 1938 jusqu'à 2013 seront interprétées par la chorale, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. L'entrée est de 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 10 ans. Et des billets sont en prévente à 10 € au Tabac Presse chez Angèle ou au Foyer des Lacs à Puttelange. On change d'époque, musique toujours, mais cette fois pour les amoureux des années 80. C'est ça, avec un événement organisé par l'ICS. Alors c'est ce samedi au centre socioculturel Rive Droite, donc impasse Nicolas Rohr à Sarreguemines, à partir de 20h30. Les places sont limitées, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'à samedi pour le faire et vous trouverez toutes les informations sur le site internet ou la page Facebook de l'initiative citoyenne sarregueminoise. C'est tout pour ce week-end, mais la semaine prochaine, on a de nouveau un jour férié, mercredi. C'est ça, avec donc le conservatoire de Sarreguemines qui a souhaité profiter de cette journée pour ouvrir ses portes aux visiteurs. Alors mercredi 8 mai de 14h à 18h, vous pourrez découvrir les différentes activités qu'il propose, de l'éveil musical jusqu'à l'apprentissage des instruments, de la danse ou encore de l'art dramatique. Et hier, c'était également un jour férié, c'était la fête du travail, mais pas seulement. Regardez la question du jour. Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais c'est aussi le jour du muguet. Est-ce que vous en offrez à vos proches? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes ont acheté du muguet? Eh bien visiblement non. Il y a Isabelle qui nous écrit tout simplement « Non, je n'offre pas de muguet le 1er mai » et Jay ajoute « C'est dépassé ». René ajoute quand même une petite pointe d'humour en nous disant « Nous avons offert un bouquet à notre belle-mère. En revanche, je n'ai pas offert à mon épouse car nous avons des chats et des chiens à la maison et c'est toxique pour les animaux. N'allez pas croire que pour une belle-mère, ce n'est pas dangereux, mais elles sont plus résistantes. » Et pour finir, dans une autre publication dans laquelle on parlait du muguet, Sandrine nous a écrit « Je vais le chercher en forêt, c'est plus sympa que de l'acheter tout fini ». Merci Sandrine, mais moi j'ai trouvé cette année que dans le secteur, le muguet sauvage, il était plutôt en retard. C'est vrai, mais c'est bon. vrai. Alors Guillaume, toi tu as peut-être bien profité de ton jour férié hier, mais en revanche tu ne chômes pas pendant tes vacances, tu as profité de jours de congé pour participer à un voyage mémoriel. Pourquoi ? Oui, effectivement, il y a 3 semaines, je suis parti avec un groupe d'enfants et d'adultes sur les traces de la résistance. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je suis passionné d'histoire et notamment par la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis rendu compte qu'en fonction des endroits où on se trouve en France, l'histoire n'est pas la même. Ici, en Moselle-Est, on parle beaucoup des Malgré nous ou encore de l'Exode au début de la Seconde Guerre mondiale. Et à Lyon et dans le Vercors, c'est l'histoire de la résistance qui est prépondérante. Et du coup, ce qui était intéressant aussi avec ces voyages, c'est qu'on peut rencontrer soit des gens qui ont vécu eux-mêmes ces moments douloureux. L'an passé, j'étais déjà parti avec Sainte-Chrétienne et puis d'autres institutions en voyage. On était parti à Oradour-sur-Glane et on avait eu l'opportunité de discuter avec le dernier rescapé vivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et cette année, donc à Vassieux, la guide qui nous a présenté le musée du village avait ses aïeux qui étaient morts durant l'attaque allemande. Donc du coup, ce sont des témoignages poignants et puis qui prennent aux tripes, quoi. Et puis, comme on a pu le constater lors du voyage, elle a parlé pendant 1 heure du musée et de son histoire familiale et les gens étaient captivés par ce qu'elle disait. Donc c'est des moments riches et privilégiés.
Et très fort. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ce voyage mémoriel? Alors c'est difficile de faire le choix parce qu'il y a eu beaucoup de moments forts. Alors j'en ai quand même noté quelques-uns. Tout d'abord, le premier jour, on a visité la maison d'Isieux et donc la guide nous a montré un petit peu l'endroit où les enfants dormaient. Et ce qui était fort, c'est qu'en fait, il y avait une photo pour chaque enfant qui a donc été arrêté et qui est mort en déportation. Et donc là, on avait des visages souriants d'enfants qui ne demandaient qu'à vivre, qu'à être joyeux, qu'à profiter de la vie. Et malheureusement, ils n'ont pas pu longtemps en profiter, quoi. Et sinon, un autre moment qui m'a marqué, c'était à Vassieux, quand on nous a montré le musée, il y avait des illustrations qui montraient l'état du village après l'attaque allemande, et puis également il y avait des photos de corps mutilés, ce qui montre à la fois qu'il y avait un non-respect des combattants que les Allemands avaient face à eux à l'époque, et puis même une fois que les combattants étaient décédés, ils les démembraient, donc ce qui montre vraiment quelque chose d'ignoble qui était fait à l'époque. Et puis il y a autre chose que j'ai pas à l'image mais qui m'a marqué. Donc le voyage était sur 2 jours. Non, pardon, sur 3 jours, donc c'était des moments denses. Et la fin du second jour, même si la journée avait été longue, même s'ils étaient épuisés, les enfants sont descendus dans le salon pour regarder un extrait du procès de Klaus Barbie. Donc c'était un écran tout petit, c'était mon ordinateur portable qui était installé. Et ils sont restés là, silencieux, à regarder l'intégralité de la vidéo. Et même après, ils ont discuté avec les professeurs pour avoir encore davantage d'éléments sur la Seconde Guerre mondiale, sur le procès de Klaus Barbie, sur la déportation, sur la résistance. Donc ce qui montre un réel intérêt de leur part, quoi. Félicitations à eux. Ok, et bien alors tu vas nous en montrer un peu plus sur ce voyage mémoriel à travers des reportages que tu as réalisés et puis une discussion avec 4 participants à ce voyage. Donc je vais te laisser le temps de la pub pour accueillir tes invités. Le dossier de la semaine sur les traces des résistants, c'est dans un instant. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Pas de répit pour le Sarreguemines Football Club, toujours à la chasse aux points en cette fin de saison. Les Bleus se déplacent samedi à 3. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h, un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans la seconde partie de notre émission du jour consacrée au voyage mémoriel Chemin de mémoire qui s'est déroulé il y a 3 semaines. 40 jeunes et 20 adultes y ont participé. J'avais la chance de faire partie du voyage. Il y avait des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle, Nicole Muller-Becker, vice-présidente de la région Grand Est, Jackie Marx, le président de la communauté israélite de Sarreguemines, la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés internés, résistants et patriotes, le SDIS, des membres du Souvenir français ainsi que des jeunes et des adultes allemands. Nous avons fait en sorte de réunir sur ce plateau des représentants de chacune de ces entités. Honneur à la plus jeune, Léa Kenzie. Pourquoi tu as décidé de participer à ce voyage ? Alors j'ai décidé de participer à ce voyage déjà pour continuer dans la ligne de ce que j'ai commencé depuis la 6e. Donc j'ai déjà réalisé des autres voyages. Et pour toujours continuer dans l'histoire où il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Et pour histoire de faire revivre l'histoire justement. D'accord.
Merci Léa pour ce premier témoignage. On va rester galant, messieurs, et je m'adresse à Eliane Müller. À vous de me dire ce qui vous a motivé à prendre part à ce voyage. Enfin, moi, c'est pour une raison familiale et puis pour ne pas oublier. D'accord. Karsten Baus, vous êtes directeur du VDK de Rhénanie-Palatinat, une association qui entretient, je crois, les sépultures militaires allemandes. Et vous, pourquoi avoir décidé de participer à ce voyage ? J'ai reçu l'invitation et j'ai décidé immédiatement d'accompagner ce voyage parce que la culture du mémoire, c'est complètement différent en Allemagne comparé avec la France. Et ça, c'était très, très intéressant et j'ai invité aussi 5 élèves allemands pour nous accompagner avec des résultats très, très intéressants. Qu'est-ce qui est différent en France par rapport à l'Allemagne? Je crois que ce sont les cérémonies notamment. Naturellement, les cérémonies qui étaient le cœur de ce voyage, c'est quelque chose de presque inconnu dans cette forme en Allemagne. Un voyage mémorial, normalement, se déroulera sans cérémonie patriotique et sans éléments patriotiques. Normalement, c'est très, très calme, sans chant, sans couleur et tout ça. Et ça, c'est complètement autrefois en France. Oui, c'est vrai, effectivement, lors de ce voyage mémoriel, il y a eu de nombreuses cérémonies, comme dans les voyages précédents, les années passées, où les jeunes, notamment, portaient les drapeaux. Hein, Léa, tu portais un drapeau. Et puis également chantaient des chants patriotiques et des gerbes étaient déposées en mémoire des personnes victimes de la Seconde Guerre mondiale. Je m'adresse à vous, Hubert Siebenschuh. La question, vous la connaissez, je vais quand même vous la poser. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à participer à ce voyage ? Pour commencer, je ne peux pas vraiment dire que j'ai participé au voyage. On l'a plutôt organisé, le voyage, en partenariat avec le Souvenir français. Pour ce qui nous concerne, il faut dire que la relation entre la mémoire et l'histoire est une partie essentielle concernant la concentration. La mémoire, nous avons testé plusieurs fois comment que ça se passait. Nous avons fait des témoignages dans les écoles, à l'Institut Sainte-Chrétienne également, et on a pu constater que, au bout de 2 mois, disons, rien n'avait accroché vraiment. Les jeunes ne se rappelaient pas vraiment de ce témoignage et de ce qui en résultait. Alors nous avons décidé de modifier le système et de faire voir aux jeunes ce que c'était que la déportation, ce que c'était que la résistance. Et là, lorsque les jeunes sont au contact direct avec ce qui s'est passé, ça leur produit un effet psychique et ils retiennent. Ok. Merci. Merci à tous pour ces premiers témoignages. Je vous propose de regarder un reportage, le premier reportage sur la Maison des Yeux. Des visages d'enfants souriants, un portrait pour chaque petite victime de la Maison des Yeux. Dans cette colonie, depuis le mois de mai 1943, des enfants juifs pensaient avoir trouvé un refuge sûr, loin des barbares nazis qui avaient une idée forte en tête, anéantir tous les membres de cette communauté religieuse. On sait comment s'est achevée la Seconde Guerre mondiale, Hitler a perdu et son terrible but a échoué. L'objectif était de faire disparaître le peuple juif, mais c'est l'inverse qui s'est produit. En effet, la destinée juive a quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple numériquement insignifiant dans le concert des nations n'a cessé, depuis son origine, de jouer un rôle de premier plan dans le monde. Malheureusement, l'antisémitisme existe encore aujourd'hui, en témoignent les nombreux actes contre les juifs comptabilisés en France. On croyait les relents nauséabonds de l'antisémitisme éliminés à tout jamais. Mais l'actualité dément cette folle espérance. C'est à nous de contrer ce que l'on dit si fort la bête immonde. Faisons barrage à l'antisémitisme, au racisme. Faisons au contraire connaissance des autres. Malheureusement pour eux, les 44 derniers enfants d'Isieux et leurs 7 éducateurs figurent parmi les victimes de la barbarie nazie. Ils ont été arrêtés le 6 avril 1944 par la Gestapo qui agissait sur les ordres de Klaus Barbie. Ils ont ensuite été tués dans des camps d'extermination. Il n'y aura qu'une seule rescapée, une éducatrice prénommée Léa. Elle témoignera 43 ans après lors du procès de Klaus Barbie. Comment peut-on tuer des enfants? Comment Barbie a-t-il pu aller aussi loin
dans la transgression des lois les plus élémentaires de l'humanité. Isieux porte la mémoire particulière du crime le plus abominable, crime contre l'innocence, celui perpétré contre les enfants. Les participants au voyage mémoriel Chemin de Mémoire ont effectué une cérémonie sur le perron de la maison d'Isieux en hommage à ces petites victimes âgées à l'époque entre 5 et 18 ans. L'occasion également de penser à la cruauté inhumaine des nazis et au dévouement des épouses latins qui avaient créé cette colonie à Isieux pour sauver le maximum d'enfants juifs. Léa, comment tu as vécu cette première étape du voyage ? C'était très marquant, surtout parce que c'était des enfants. On voit, nous, on a des frères et sœurs sûrement, où on pouvait très bien s'imaginer ce qui se passait et surtout se mettre à leur place. Et je pense que c'est ça qui était le plus dur en sachant toutes les horreurs qu'ils ont vécues. Je m'adresse à vous maintenant, Hubert Siebenschou. Vous intervenez dans ce reportage et vous dites que c'est le crime le plus abominable, celui qui est perpétré contre les enfants. Alors vous êtes très engagé dans le travail de mémoire. C'est ce type d'assassinat qui vous révolte le plus et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi ? J'ai été déporté quand j'avais 1 an et demi. J'ai passé 27 mois en déportation dans des camps spéciaux. Et puis, il faut dire que au retour en juin 1945, ma mère est décédée des suites de la tuberculose. Alors, ne pas s'intéresser à ce qui se passe chez les enfants, j'en suis un. D'accord. Je vous propose à présent de regarder un deuxième reportage. Donc, il a été consacré au village dans lequel nous étions hébergés durant ce voyage mémoriel, c'est-à-dire Vassieux-en-Vercors. Le Vercors, terre de résistance. Ce massif montagneux est un superbe terrain de jeu pour les amateurs de nature. L'hiver y est parfois rude et ce décor semble inhospitalier. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, des patriotes venus de différentes régions de France sont venus ici se battre contre l'occupant allemand au milieu des montagnes, forêts et autres falaises. Le musée de la résistance du Vercors rend hommage à leur action qui a contribué à la libération de la France. On y retrouve différents objets d'époque ayant appartenu aux résistants. On voit aussi différentes photos qui permettent aux visiteurs de ressentir l'âpreté de leurs conditions de vie. Il faut avoir un sacré caractère et du courage. On a appris énormément de choses, surtout les explications étaient claires, on a pu manipuler beaucoup d'objets et ça nous a permis de se mettre en condition et de savoir à quel point c'était rude là-bas, surtout le fait de la zone géographique qui était assez compliquée et surtout dans les temps d'hiver à quel point c'était rude et difficile pour eux. L'histoire du maquis du Vercors reste à jamais marquée par la terrible répression infligée par l'armée allemande. Illustration à Vassieux-en-Vercors, où le 21 juillet 1944, des soldats du Reich ont débarqué. Pendant 56 heures, ils ont massacré 1/5 de la population du village, soit 73 habitants, sans aucune distinction et sans aucune pitié, ni pour un bébé de 18 mois, ni pour un vieillard de 91 ans. Au total, le village de Vassieux-en-Vercors sera détruit à plus de 98% durant la Seconde Guerre mondiale. Il faudra 7 ans pour le reconstruire et 10 ans pour remettre les routes en état. Vassieux a été élevé au rang de compagnon de la libération. Seules 4 autres collectivités civiles françaises bénéficient de cette reconnaissance. L'histoire de ce village est faite de gloire et de larmes. Vassieux-en-Vercors sera reconnu victime de crimes de guerre au procès de Nuremberg. À quelques kilomètres du musée se trouve la nécropole de la résistance en Vercors. Elle rend hommage aux 200 civils et aux 640 maquisards tués lors de la vague de répression généralisée menée en 1944 par l'armée allemande, appelée Opération Bettina. Le combat était totalement déséquilibré, le Reich envoyant dans le maquis 12 000 hommes, dont des soldats d'élite. À son apogée, le maquis du Vercors ne comptait dans ses effectifs que 4 000 combattants et combattantes, bien moins préparés que les soldats allemands. Kersten Baus, j'imagine que pour vous, c'est compliqué de voir que les atrocités qu'ont commis des soldats qui portaient l'uniforme allemand. Oui, c'est toujours très très difficile d'agir avec les nations européennes et de tout le monde dans ces questions. Mais de l'autre côté, c'est notre travail et notre devoir, c'est pas oublier. C'est bien récapituler qu'est-ce qui s'est passé et d'éviter ça pour le futur.
Et puis les Allemands n'étaient pas les seuls en cause, aussi les gens qui ont suivi Pétain à l'époque et qui ont contribué à la déportation de nombreux juifs sont aussi coupables de ce qui s'est passé. Je vous propose à présent de regarder un troisième reportage. Donc, il a été tourné à Lyon et on y voit notamment la prison de Montluc. Lyon, capitale de la résistance. Cette phrase a été prononcée par le général de Gaulle au mois de septembre 1944. Il effectuait alors une tournée des villes libérées. En utilisant cette formule, il reconnaissait le rôle majeur joué dans cette ville par les résistants, des hommes et des femmes qui luttaient contre l'occupant au péril de leur vie. Loin des clichés, une des armes les plus puissantes de la résistance était l'imprimerie et la diffusion de messages d'encouragement. Par un système de catapultes, des tracts étaient envoyés anonymement pour indiquer aux habitants qu'il était possible de se libérer du joug allemand et de ses conséquences négatives pour la population française, notamment pour les membres de la communauté juive ou pour les jeunes assujettis au STO. Des réfractaires au service du travail obligatoire sont venus renforcer les rangs de la résistance. Malheur à eux s'ils étaient capturés par l'ennemi, ils risquaient alors la mort ou la déportation. La Gestapo était là pour mener la traque aux résistants. Deux figures illustrent cette lutte incessante entre les patriotes français et leurs adversaires, Jean Moulin et Klaus Barbie. Ils se sont affrontés dans la capitale des Gaules, au siège de la Gestapo. Le bourreau de Lyon faisait subir des tortures aux héros français qu'il allait chercher pour l'interroger à la prison de Montluc. Des sévices qui furent fatals à l'ancien préfet, désigné par de Gaulle, président du Conseil national de la résistance. Souvenons-nous de ce résistant. Il n'a pas parlé, il n'a pas trahi, il a résisté. Les participants français et allemands au voyage mémoriel Chemin de mémoire ont eu l'opportunité de visiter l'ancienne prison de Montluc, transformée aujourd'hui en mémorial national. Ils ont constaté l'exiguïté des cellules, elles mesuraient 4 mètres carrés. Jusqu'à 10 détenus étaient entassés dans chacune d'entre elles. Les autorités allemandes ont réquisitionné la prison de Montluc de février 1943 à août 1944 pour y enfermer les personnes en attente de déportation ou d'exécution. Des prisonniers célèbres ont été détenus à Montluc, des enfants d'Isieux, Jean Moulin, mais aussi Marc Bloch et, ironie de l'histoire, Klaus Barbie en 1987 lors de son procès pour crime contre l'humanité après son exil doré en Bolivie. À l'époque où elle était sous autorité allemande, la prison de Montluc a été le théâtre de massacres de prisonniers. Les participants au voyage mémoriel ont pris part à une cérémonie devant le mur des fusillés. Vous représentez ce que la France a de meilleur en elle. Honneur et respect à vous. Je suis français. Je suis sarguminois. Je suis mosellan. Je suis lorrain. Je suis républicain. Je suis européen. Et je suis juif. Et je suis fier d'être les 7 à la fois. Recevez notre plus cordial shalom. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous remercie pour votre écoute. Eliane Muller, j'aimerais avoir votre sentiment sur la résistance et que vous nous parliez un petit peu de votre père. J'étais doublement, émue par ce voyage, étant donné que mon père a été arrêté en tant que maquisard dans le Vercors. Il faisait partie d'un des réseaux de Jean Moulin, il y en avait plusieurs. Et puis il a été arrêté, torturé et envoyé à Dachau ensuite, parce qu'il n'a pas dénoncé. Et je crois que votre père n'aimait pas trop parler de cette histoire-là. Non, il n'aimait pas parler de ça parce que nous, ça nous faisait peur en tant qu'enfants, alors c'était un peu un sujet tabou. Vous avez une image en tête, je crois, qui vous a marqué, c'est ses poignets. Ah oui, les poignets où il avait été attaché pendant 24 heures à 1 mètre du sol, avec les bras en arrière, toute la nuit, mais il a pas cédé à tout ça, malgré les douleurs. Et après, il en a souffert toute sa vie. Les épaules, elles étaient plus ou moins déglinguées, et puis voilà. Le fait de participer à ce voyage, ça vous a permis un petit peu d'imaginer ? Ça m'a ému énormément, énormément. Et puis, espérons que cette paix, elle dure en France et en Europe, parce qu'avec les temps qui courent, c'est un peu risqué en ce moment. Effectivement.
Ouais. Alors Léa, malgré ton jeune âge, je crois que tu as participé à de nombreux voyages mémoriels. Est-ce que tu peux me dire combien de voyages tu as participé et où est-ce que tu es allé? Je suis allée à Chasseneuil l'année dernière, où on a aussi visité Oradour-sur-Glane. J'ai fait le ravivage de la flamme à Verdun. Et après, il y en avait des autres, des petits aussi auxquels j'ai participé. Et tu as des souvenirs qui t'ont marqué, que tu gardes en tête? Oradour-sur-Glane, c'est le plus marquant, je pense. Ouais. Avec cette année, la prison de Montluc, c'était le plus marquant pour moi. Et pour moi, c'était important que je porte le drapeau en signe de ma reconnaissance et du volontariat que j'éprouve en étant sapeur-pompier. Ouais, parce qu'effectivement, ton engagement citoyen est multiple. Et est-ce que tu as d'autres voyages de prévus? L'année prochaine, j'espère Auschwitz, avec Monsieur Zibenchou, n'est-ce pas? Et ce sera la concrétisation de tout ça, j'ai envie de dire. D'accord, ok, ça marche. Bon, j'aurai peut-être également la chance d'y être aussi, d'être avec vous au voyage pour voir un petit peu comment vous ressentez les choses et puis pouvoir montrer à nos téléspectateurs ce à quoi ressemblait la Seconde Guerre mondiale, les traces qu'on peut voir encore aujourd'hui, des combats qui ont été menés, etc. Et je vous propose maintenant de poursuivre avec la fin de cette émission. Je suis content d'avoir présenté ce dossier en votre compagnie. J'espère que ça a également intéressé nos téléspectateurs. Et bonne journée à tous. Moi, j'aurais un petit point à rajouter. Au nom de la FNDRP et du Souvenir français, nous remercions bien sûr les sponsors qui nous ont permis de faire ce voyage. Chacun se reconnaîtra, voilà, mais il fallait que je remercie les sponsors. Ok, ça marche. Ok. Merci bien. Au revoir, bonne journée.